Changer les pratiques. C'est aussi le mot d'ordre de Manfred Wenz et son fils Friedrich, deux agriculteurs biologiques qui exploitent une ferme de 33 hectares aux portes de la Forêt Noire. Pourtant, au début des années 1960, Manfred fut un fervent promoteur de l'agriculture industrielle. Pendant 15 ans, il a cultivé à grand renfort d'engrais et de pesticides chimiques. Ça a commencé en 1955 avec la culture du maïs hybride qui venait de France. Au début, on n'avait pas de problème avec la pyrale du maïs. Mais au bout de 3 ou 4 ans, c'était de pire en pire et on a commencé à épandre des insecticides par hélicoptère. Et on avait un répit pendant un certain temps. Oui, je me souviens de la première fois où on a utilisé les hélicoptères. Il y avait des gens au bord de la route qui disaient « C'est pas possible, ils sont devenus fous ». Comment était votre sol? Il était parfait quand j'ai commencé l'agriculture dans les années 1950. Mais 15 ans plus tard, il était tout dur et très clair. Il n'y avait plus d'humus. C'était une catastrophe. En 1967, on a eu un problème avec un insecticide, la simazine, qui ne marchait plus du tout. J'ai tout essayé et j'ai décidé d'arrêter l'agriculture chimique en 1969 et je suis passé à la bio. Pendant 10 ans, ça n'a pas été facile parce que dans ma tête, je continuais à penser conventionnel. Labourer, travailler dur, bouger le sol. Et en 1980, j'ai connu le docteur Cumming qui m'a appris la technique du non-labour. C'est lui qui nous a appris à penser du point de vue du sol. C'est là qu'on a compris aussi qu'un bon sol devait avoir une couleur noire et pas claire. Pour moi, le XXe siècle fut le siècle de la chimie, notamment dans l'agriculture. Le XXIe siècle sera définitivement celui de la biologie. Sans la microbiologie et la connaissance des processus biologiques du sol, nous ne pourrons pas à l'avenir cultiver de manière efficace et durable. Manfred et Friedrich pratiquent ce que l'on appelle les techniques culturales simplifiées. Depuis 30 ans, ils ne labourent plus leurs champs, ils n'utilisent jamais d'engrais chimiques ni de compost, mais nourrissent leur sol avec un couvert végétal permanent, considéré comme un engrais vert. Enfin, ils pratiquent le semi-direct. En ce jour de mai, Friedrich sème du soja au milieu des plants de seigle et de trèfle fraîchement coupés, qui constituent ce que l'on appelle un mulch. Nous ne labourons pas avant de semer, car nous essayons de remuer le sol le moins possible, parce que chaque préparation du sol perturbe la vie microbiologique de la terre. Un sol nu est du point de vue biologique un non-sens. Le seigle fabrique beaucoup de matières sèches et donc de carbone. Le trèfle est une légumineuse qui fixe l'azote de l'air. Or, le carbone et l'azote constituent la base de l'humus. C'est donc un mariage de plantes qui se complètent parfaitement et qui ont différentes fonctions, comme celle de protéger le sol,
Le sol est protégé contre les agressions mécaniques, telles que la pluie, le vent, les rayons du soleil, contre la transpiration. On a une meilleure gestion de l'eau, ce qui est très important, surtout dans les régions sèches. Comment sont vos rendements comparés à ceux du soja conventionnel? Avec notre système, nos rendements sont similaires. L'année dernière, ils ont même été plus élevés. Parfois, ils sont un peu inférieurs. Ça dépend des conditions climatiques. La question des rendements est au cœur des études menées par l'Institut Rodel. Pendant 30 ans, ces chercheurs ont comparé les performances de l'agriculture conventionnelle et biologique pour les 3 grandes cultures américaines, le soja, le blé et le maïs. Celles-ci ont été cultivées sur des parcelles expérimentales côte à côte. Résultat, l'agriculture biologique entraîne une réduction de 45% de la consommation d'énergie et de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Quant au rendement, le rapport publié par l'Institut Rodel confirme les résultats obtenus par Manfred et Friedrich Wenz. Chaque année, les rendements sont similaires. Les différences sont si minimes que les scientifiques les considèrent comme négligeables. Excepté pour les périodes de sécheresse où les performances des cultures biologiques sont supérieures à celles des cultures conventionnelles. Pourtant, l'un des arguments de l'industrie des pesticides, c'est qu'un passage massif à l'agriculture biologique entraînera une réduction de 20 ou 30% des rendements. Ce n'est pas vrai, et nous l'avons prouvé. Et pas sur 3 ou 5 ans, mais sur 30 ans. Nous avons toutes les données scientifiques. Et la raison, c'est ce qui caractérise l'agriculture biologique, à savoir le sol. Le sol est la clé. Il y a plusieurs manières d'apprécier la qualité du sol. D'abord, il y a la structure grumeleuse. Et puis ce sol comprend beaucoup de racines. Cela tient au fait que le seigle n'a pas été nourri artificiellement avec des engrais de synthèse et qu'il a dû se battre pour trouver de la nourriture à travers son système racinaire. Ensuite, quand on le sent, on a cette odeur de forêt. Et c'est la preuve que la microbiologie du sol fonctionne à merveille. Le résultat, on le voit. Quand on prend un morceau de terre et qu'on le met dans un verre d'eau, la terre ne se décompose pas immédiatement, car elle est très ferme. C'est ça l'humus. Ce morceau de sol a été cultivé de manière conventionnelle pendant 30 ans et celui-ci de manière biologique. On voit comment la structure du premier ne tient pas. Il se défait facilement. L'eau est très trouble, tandis que là, l'eau est encore claire et la structure originelle du sol se maintient. Dans le cas d'une sécheresse, si un peu de pluie est tombée au début de la saison, ce sol sera capable de conserver l'eau plus longtemps pour que les plantes s'en servent. À l'inverse, dans le cas de fortes pluies, le sol biologique absorbera l'eau plus rapidement, une capacité que n'aura pas le sol conventionnel. Dans ce cas, l'eau va ruisseler de la surface, en érodant le sol, polluant les eaux souterraines et de surface avec les herbicides et les pesticides qui ont été utilisés. Nous avons besoin de systèmes stables qui ne marchent pas que dans des conditions optimales, mais qui sont capables de répondre à des conditions extrêmes. Et malheureusement, ça va être de plus en plus fréquent. Pour Friedrich et Manfred, l'avantage de l'agriculture biologique, c'est aussi la stabilité financière que garantit leur système agricole. Grâce à la réduction des coûts de production, ils économisent 500 € par hectare et par an.
Ces atouts financiers, ainsi que le problème de l'érosion des sols conventionnels, attirent de nombreux candidats à la conversion qui participent aux journées portes ouvertes organisées chaque année au mois de juin. À la mi-mai, je n'aurais pas osé vous amener ici. C'était affreux. Vu les conditions climatiques qu'on a eues en hiver, je suis plutôt satisfait. Je pense que je vais récolter au moins 3 tonnes de sarrasin et je pourrai satisfaire la demande de mes clients et de mon boulanger. Je suis venu ici parce que j'ai beaucoup de problèmes d'érosion de mes sols. J'espère les régler avec cette méthode. Ça a l'air de bien fonctionner. Pourquoi? Il n'y a pas de mauvaises herbes alors qu'il n'a pas utilisé de produits chimiques. Et le sarrasin? Il est très beau. Tout ce que nous montre Friedrich est une solution pour améliorer ma pratique. Et leur savoir est important? Oui, très important. C'est comme une petite graine qui donne envie de continuer. Ça vous donne de l'espoir? Oui, beaucoup d'espoir. Quels sont, d'après vous, les principaux obstacles à une conversion massive vers l'agriculture biologique en Allemagne ou en Europe? Pour moi, le principal obstacle, c'est que l'énergie est trop bon marché. Le jour où le prix de l'énergie montera et que l'agriculteur conventionnel ne pourra plus payer les engrais chimiques, il sera obligé de se tourner vers l'agriculture biologique, parce que ça ne sera plus supportable. Je crois que parmi les obstacles principaux à opérer ces transitions vers une agriculture durable, il y a les intérêts économiques au maintien du système actuel. Ce sont des intérêts qui sont extrêmement puissants. Les fournisseurs d'intrants chimiques n'ont aucun intérêt à ce que l'on enseigne aux agriculteurs comment se passer de ce qu'ils produisent et de ce qu'ils vendent. Je crois qu'il faut que les États comprennent qu'ils doivent travailler pour le bien-être des populations dans le long terme et qu'ils ne doivent pas simplement être au service des intérêts de quelques multinationales qui monopolisent le pouvoir aujourd'hui dans le système agricole.